Bon la forme ou quoi? Bon week-end à tous. Ah ouais, c'est le week-end. Là, je suis en Islande, les mecs. Grand soleil, pas un nuage. J'ai fait bronzette toute la matinée. J'ai fait mon jardinage. Bah ouais, j'ai des choux qui deviennent énormes. Je peux vous dire que c'est du boulot. J'ai tous mes plants de tomates et tout. J'ai mon basilic. Qu'est-ce que c'est chouette d'avoir un jardin quand même. Bon, c'est ma véranda terrasse, mais ça n'empêche. C'est chouette. Bon, c'est pas tout, mais il y a du contenu. Hein. On a eu une semaine de dingue. Euh, Explosive un peu pour certains, avec toujours des bonnes et des mauvaises nouvelles. On va faire le tour de tout ça. Il y a eu un paquet de tirs. Il y a eu un paquet de tirs, donc on va pouvoir parler un petit peu de tous les tirs. Il y a eu quelques échecs aussi. SpaceX continue de se casser les dents sur leur V2. On va aller voir un peu leur déboire qui date il y a quelques heures. Même si on n'a pas encore eu de news officielle. Les rumeurs circulent bon train. Donc on va aller faire un petit peu le tour de tout ça. Ça va réembrayer avec ce que j'avais dit la semaine dernière. Ouais, il y a du tir. Voilà, j'ai 50 onglets d'ouvert. Je vais brûler mon PC un jour avec toutes ces conneries. Hein. Zarafa 7 mois. Ouais, mais c'est les minables. Juste quand t'as passé ton prime, j'avais les yeux dessus. Superbe. Merci mec, tu régales. Donc ouais, y a de quoi faire. Vous vous rappelez la semaine dernière, on avait les Chinois avec Shenzhou 20, la rotation à bord de Tiangong. Donc si Shenzhou 20 monte, faut que Shenzhou 19 redescende. Et ils sont redescendus. Je crois que toute la zone d'atterrissage est en Mongolie extérieure, là, entre le désert de Gobi et. C'est le seul qui parle, les autres chaînes, c'est des bugs. Écoutez, les gens font ce qu'ils veulent. Tu vois, si les gens. Beaucoup de gens sur YouTube, l'important c'est de faire du clic. Qu'est-ce qui fait du clic? Bah, c'est de donner aux gens ce qu'ils veulent. Donc, ouais, les gens qui débunkent, les gens anti-SpaceX, c'est ce qui fait des vues, les mecs. Hein? Comprenez que tout ça, c'est du modèle économique. C'est du modèle économique. Donc, ouais, si cracher sur Elon Musk et SpaceX fait des vues et de l'argent, bah, pourquoi ne pas le faire? Voilà. En soi, ils sont malins. S'ils arrivent à faire des millions de vues avec ça, bah, ils payent tout leur loyer et tout. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Moi, je me contente. Moi, je fais juste de la revue de presse, les mecs. Littéralement, mon travail, là, je n'appelle même pas ça un travail parce que c'est fun. C'est de la revue de presse. Je fais de la revue de presse. Je compile tout ce qui se passe dans la semaine et je vous le ressors rapidement. En essayant de pas trop être technique parce qu'on n'est pas tous des ingénieurs et compagnie. Simple et efficace. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, bah je m'en fous, ce que je dis là est factuel. Voilà, c'est juste de la revue de presse. Bon, Shenzhou 20 là-haut, Shenzhou 19. J'ai des super images, regardez. Ça c'est la séparation d'étages. Ça c'est nominal, hein. C'est bon. Hein. C'est nominal, c'est la séparation d'étages. Voilà, c'est la séparation d'étages avec l'étage principal qui se désagrège dans l'atmosphère et on voit la capsule. La capsule qui descend. C'est propre. Et on va aller voir la descente après. Donc c'est pris du sol. Hein. Dites-vous que là c'est pris du sol et c'est bien foutu. Hein. C'est très très bien foutu. Hein. Et c'est tout simplement pour avoir le point de vue de une caméra de tracking au sol. Et là, on l'a dans les airs, quelques minutes plus tard. Hop, de beaucoup plus près. Voilà. L'ouverture du parachute. Un parachute unique. Vous avez vu que je crois que c'était Shenzhou 18, ils avaient un trou dans le parachute. Bon. Ça fait chier un trou dans le parachute, mais c'est pas la faute. Okay, now obviously we can see this is optical. This is not infrared. Le fait qu'il y ait un stream live en anglais, en chinois et tout, ça. We can see that without naked eye, right? Exactly. Yeah. So this is I believe this is a big camera, but also as you mentioned, we can witness of the whole parachute and the reentry capsule with your naked eye. Yes, and as it entails on
the upper right corner of your screen, it says it's the optical signal. Je pense que c'est pour le sol, ça. The camera in the visible light band. And also, as we have just heard from the ground control, Qui va retomber dans quelques jours. Ouais, c'était un ancien sat d'exploration de Vénus. Demi-tonne, tu sais, une demi-tonne, c'est pas grand-chose. C'est quoi le plus gros truc on a fait rentrer des trucs plus gros aussi là. Plus gros. Va voir Skylab. Va voir ce qui s'est passé avec la réentrée de Skylab, la réentrée incontrôlée de Skylab. Je peux te dire que c'était un peu plus lourd que Badminton. Là, c'est même pas une bagnole. Yeah, you would imagine Ils ont un système de big redondance. enough because at least it has to hold three tachonauts and their necessary equipment. Yes, Mais exactly. les Soviétiques, les Russes et les Soviétiques faisaient la même chose avec Soyuz et font toujours. Le système, il tourne super bien. Et alors je sais pas si les Russes le font, si les Chinois le font, mais les Russes activent les rétrofusées au moment où ça arrive au sol, ils activent les rétrofusées pour ralentir la vitesse. Je sais pas si les Chinois ont aussi ce système de rétrofusée à l'atterrissage. For the lunar missions, so the re-entry capsule is much bigger than our Shenzhou spaceship. Right. So today, even I'm talking about payload. Sorry, Professor. I'm talking about payload. Moi, ce qui me sidère le plus, c'est pas les images, c'est le fait que les Chinois fassent des streams live de ça maintenant. Comme je dis, il y a 4-5 ans, c'était impossible d'imaginer une telle médiatisation de l'espace. Là maintenant on a du multi-stream quoi. Genre 2 langues différentes avec un expert chinois qui parle anglais et tout, c'est incroyable. Mais il y a de l'ambition derrière, hein. C'est du soft power les mecs, hein. Vous l'aurez pas, il y a de l'ambition. C'est une vitrine, hein. Ça veut aller sur la Lune, on aura la Lune chinoise en 4K peut-être. Donc ça prépare aussi ça. Soon-ish, you see them dumping the residual fuel because it's toxic. You don't want that to spill. Donc là, c'est ce qu'il dit, ils vont larguer. Il y a encore du carburant à bord. Bah ouais, il y a des moteurs. Il y a encore de l'ergol, donc ils vont larguer les ergols avant. Les ergols sont toxiques. Ils vont balancer les ergols avant d'arriver au sol. Maybe several seconds later. So that It's about to land because we just heard all from of the propellants outside. Tiens, regardez. No, this is heating shield. The main Ça c'est le bouclier qui vient de tomber. Bah ouais, le bouclier qui a protégé pendant toute la descente, là il s'en débarrasse. Regardez le bouclier. Donc c'est ça qui a permis que la capsule soit pas désintégrée dans l'atmosphère comme le reste. That signals the landing is quite imminent. Exactly. So to expose the 4 rocket motors. And you know that even with this huge parachute, it's still too fast when touchdown. So that is why we need ce grand parachute n'est pas suffisant. When is the distance between the vehicle and the Earth is about 1 meter, we will ignite the 4 rocket engines, and the speed of the vehicle will slow down to slower than 2 meters per second. So the 2 mètres par control seconde, faut les ralentir just encore. 1 meter above with this 3-ton payload. Vous êtes secoué à l'atterrissage, hein. L'atterrissage, vous prenez une tartine dans la gueule, hein, que ce soit Soyuz ou les Chinois. Rappelez-vous que ces mecs ont fait 6 mois en orbite. Physiquement, c'est dur. On avait vu l'astronaute américain petite la semaine dernière tomber dans les pommes à l'atterrissage parce que le choc avait été extrêmement violent. So we can have a very precise measurement of the distance between the bottom and the ground. So it will send signals to ignite the 4 rocket engines. Ouais, c'est ça. Ils font comme Soyuz. Au dernier moment, ils allument les moteurs fusées de la capsule pour la ralentir. Vous voyez, vous mettez un bon coup de jus là et ça va la ralentir juste avant l'impact. So this is a parameter sent by the Shenzhou spacecraft. Là, ils sont à 3 km. So you can see the very precise measurement of the. Incroyable, ils ont même la télémétrie et tout. C'est beau, hein? Je suis bluffé moi par ça. From the countdown, you can see that the descent is really fast. And you may notice that. Non, ça c'est ma tête là, regardez. Ah! And capsule will be changed a little bit from Faut que j'arrête de faire le to coup a comme vertical ça. one. So this also to help the touchdown. Sorry, is this in vertical mode right now? Because it looks straight up. À quand la France? With the parachute on.
Donc Yeah, je so sais même pas de quoi the tu parles. parachute, the parachute bay is actually off an angle. Pourquoi pas mettre des rétrofusées comme initially ça, it was tilting. Mais ce sont des rétrofusées, mec. As Professor Yang was just mentioning, they have another rope to pull it up. So T'as regardé, ça largue les ergols, Discharge of the, ça largue le all the surplus propellants, d'ergols. hydrazine. yeah, Yeah, yeah. Voilà, donc ça c'est toxique, vous voulez pas atterrir avec. It's toxic, Donc là, but il largue it's necessary. le surplus So d'ergols. as I mentioned, it is a controlled re-entry. So, as Professor Zhang mentioned, we can control the Voilà, là, il se of the débarrasse capsule during the re-entry. des This ergols is the toxiques. function of the propulsion module, propulsion system on board the re-entry capsule, but only change the direction in the roll direction. To change the direction of the lift. With the change of the lift, we can change the trajectory to the landing point. So it's not Yeah. falling through atmosphere; it's flying through it. It's flying, yes. And the engine is basically as the like. Vous the avez les aircraft trois mecs à changes, bord, hein, changing et il y a une dame the, aussi. Hein. you know, Kai flipping Sui, up and down, Song right, Ling it's Dong doing that function. et Wang Right, Haozi. So I believe for a high-stake mission like this, Les taïkonos. so a free fall is totally out of. Regardez là, alors, Only in Il y a des emergency. équipes Oh, techniques au sol avec hélico, bah, il y a ambulance et tout, donc là ils sont. That never happens. Comme dit, ils arrivent pas au mètre près, vous voyez. Right. Donc vous avez les équipes de tracking au sol That's what we call qui the suivent redundancy tout ça. design, right? Exactly, You yeah. always have- Incroyable qu'ils aient des Management caméras is embarquées et tout, necessary putain, and c'est reasonable, beau. To have sufficient redundancy measures. En live et You tout, know that c'est. always, Comme dit, we je suis think, bluffé the par life and la safety com of our chinoise astronauts comes first. Yeah. 2 So ans although quasiment. you know that it need more resources, the mass, the volume, but very Ergol necessary. toxique, hydrazine, bien For this sûr. one, we have a backup parachute. Indeed. But you know that for the next generation, we will use we will use multiple parachutes. So each of the parachute can recognize as a backup and redundancy of each other. Yeah. So it will be necessary in the future to master And these even with different. those automation process you just mentioned, we can still do a manual override, right? We have manual operations. We have the buttons inside the cabin. In emergency case, the astronauts can do these kind of things. So that is reason the training is very necessary. You know that during an emergency escape, we will conduct the re-entry in what we call the ballistic re-entry. So the G-forces can be 8 times greater than Unbelievable. their own mass. Ah, les Even bonnes as caméras impossible tracking, for là. For common people like as us. you mentioned, Yeah. they must have the ability to do the right choice and press the On va aller- button. on va aller avancer un peu, With putain. that kind of gravity, Yeah, yeah, and Oh. you're mentioning G-forces. the pressure This is where in Beijing we kind of convenient for the astronaut by much when, better. when Yeah, you know, it's- the Ok, it's captain- 1200 mètres, to absorb. So if it is in the mountain, 500 mètres. the false prediction. and I believe the Okay, calculation sorry. is in real time, right? Yeah, exactly. So the ground team, the whole ground team. Ça, c'est will je be, crois que c'est pris de guided l'hélicoptère. by This prediction. Ils ont un hélico This is qui totally traque within la approach. descente. You're standing on the ground, right? Really, Ouais, really c'est l'hélico close. ça. Est-ce qu'on va. Regardez bien, est-ce qu'on va le voir réallumer? That's descending. Regardez bien, est-ce qu'on va le voir réallumer The retro rocket will ignite soon. au dernier moment les roquettes? So this is optical, right? Incroyable, Yes, la vue. this Hein. is From the helicopter. From the helicopter. Right. Ça, pris de l'hélicoptère, alors It's attendez. already above the re-entry capsule. Yeah. Yeah, since you mentioned earlier, the terrain looks indeed a little bit different to, A little bit different to, from the to the western common part. yeah, to the common landing site we've known. Yeah. So it's more close to the Badan Jilin Desert Right. in my homeland in Ça y est, Mongolia. elle arrive. Allez. Yeah. Oh, we can see the shadow. Yeah. So cut the rope. Ouais, vous avez vu le petit éclair? Great. Ah, est-ce que vous avez vu le petit éclair? Je le remets. Ça, c'est les. Now the Shenzhou. From the helicopter. Yeah, which we've known. Yeah. So it's more close to the On voit un petit Badan flash. Jilin Desert Un petit éclair. in my homeland in Mongolia. Oh, it's about to land. Yeah. Oh, we can see the shadow. Yeah. So cut Tac. the rope. Ouais, Ignition. magnifique. Oh. Great. On l'a vu. C'est propre, hein. Donc ouais, hop. Et ils ont été sortis quelques minutes plus tard. Donc, regardez la capsule. La réentrée, les capsules chinoises, elles crament bien. Hein. Elles crament bien. Mais ils ont sorti les trois taïkonautes. Ils avaient l'air les trois en bonne santé, même si bon là ils sont transportés. Hop là, voilà. Hop. Comme Jeff Bezos. Ouais, exactement. La capsule de la New Shepard fait aussi la même chose. Donc ouais,
Donc voilà pour Shenzhou 20. Il y a encore pas mal de news de Chine. Vous vous rappelez, la semaine dernière, ils avaient amené une longue marche 5 au pad. Et il s'avère que c'est différent de la capsule de Blue Origin. Le but c'est de ralentir de façon brutale. Il me semble qu'ils allument. Ils allument sur la New Shepard la... Est-ce qu'ils allument sur la New Shepard les rétrofusées à la dernière seconde aussi? J'ai le doute maintenant. Mais est-ce qu'ils allument? Donc ouais, c'est du détail. La semaine dernière, on avait une longue marche 5 au pad. Et on savait pas la charger. Donc la longue marche 5 qui est quand même la plus grosse fusée chinoise en service. C'est quand même un monstre. Et il s'avère qu'on sait maintenant c'était pourquoi. C'était pour le déployer un nouveau batch de la constellation Satnet. Et oui, les Chinois ont aussi embrassé les constellations d'internet par satellite et sont en train de déployer 2 méga constellations. On a les 1000 voiles et on a la constellation de Satnet. Et en effet, ça tire à pleine balle, puisque c'est la deuxième longue marche 5. Donc les Chinois, les INPA, ils utilisent leur plus grosse fusée. Alors, il n'y a que 10 satellites à bord, donc je soupçonne qu'en termes d'architecture, c'est pas une méga constellation. Ce serait peut-être plutôt une constellation à 300 satellites, alors que les 1000 voiles va être une constellation peut-être à plus de 10 000 satellites. Voilà. Et alors je vais pas vous montrer le décollage de la longue marche parce qu'ils ont tiré de nuit dans une météo brumeuse dégueulasse. Mais en tout cas, c'était le 29 avril, donc c'était il y a 4 jours. Et on a eu donc ce vol. Donc les Chinois, ça rigole pas en ce moment, hein, les méga constellations. Hein. Ça tire, ça tire, ça tire. Et rappelez-vous que si vous avez 2 constellations à mettre en orbite, c'est quoi une constellation? Bonne question. Starlink, c'est une constellation. Donc tu prends 10 000 satellites, tu les mets autour de la Terre, tu mets ta parabole au sol. Et dès qu'un satellite passe au-dessus de ta parabole, tu as ta connexion internet haut débit. Et le temps que le satellite sorte, on a un deuxième qui arrive. Le problème, c'est que pour avoir un tel maillage, tu dois avoir beaucoup de satellites en orbite. Donc Starlink, en ce moment, il y a 7000 satellites, ça va avoir vocation à monter encore plus, beaucoup plus. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de Starlink, parce que c'est Elon Musk, blablabla. Starlink n'est pas seul, il y a aussi Amazon Kuiper qui a commencé à être déployé cette semaine, et on a aussi les Chinois qui partent en ce moment avec 2 constellations, donc les 1000 voiles et Satnet. Donc là on avait la longue marche 5B, le 29, qui a mis 10 nouveaux satellites Satnet, avec des communications laser. 10 satellites ça suffit? Non, ça dépend ce que tu veux en faire, ça dépend ce que tu veux faire pour un emploi. 10 satellites c'est pas suffisant, pas du tout. Même 300 satellites, c'est pas assez pour vendre ça à des particuliers. Tu vas pouvoir avoir un usage au niveau des États, des institutions, de certaines grosses compagnies, mais ça ne fonctionnera pas pour alimenter des milliers de foyers, comme Starlink. C'est des architectures différentes. Par exemple, OneWeb n'est pas fait pour du porte-à-porte. OneWeb n'est pas fait pour alimenter 100 foyers. Ça va être fait pour alimenter des institutions, des grosses compagnies et tout ça. Donc je soupçonne là les Chinois d'avoir ces deux modèles d'architecture. Peut-être une constellation qui sera destinée au grand public et une constellation qui sera faite pour des institutions, même peut-être même l'armée, hein, allez savoir. Ouais. Donc on a ça tire en même temps pour Satnet, et on a un oiseau rare qui a été amené au pad pour un tir prévu après-demain. Ça c'est une longue marche 12 les mecs. C'est le 2e tir d'une longue marche 12. C'est une fusée qui a réussi son premier vol, donc là c'est le 2e vol. Un nouveau modèle de longue marche. Et là encore, donc ça, la longue marche 12, c'est Shanghai Academy of Space Flight Technology, c'est SAST. Ça, c'est encore c'est pas le New Space chinois, ça serait le vieux Space chinois, même si j'aime pas trop ces appellations. La Chine fonctionne différemment de l'Occident. Et donc on a cette longue marche 12 qui a été amenée au pad, et il s'avère que, c'est pas sûr à 100%, mais que la charge utile, c'est encore Satnet. Ils amènent une longue marche 12 pour mettre un nouveau batch de satellites en orbite. Je le répète souvent, mais pour mettre des méga constellations en orbite, vous devez tirer beaucoup. Et là, on voit les Chinois qui investissent comme des dingues. Donc ils vont tirer des Satnet, encore des satellites, mais avec un nouveau vecteur, une nouvelle fusée. Vous savez que les Chinois ont la chance d'avoir une sacrée capacité industrielle autour des longues marches, et c'est le pays qui dispose du plus de fusées différentes pour des objectifs et des missions et des orbites différentes.
Donc là, on a les Chinois qui vont probablement encore tirer. Et j'espère que la longue marche 12, on la verra parce qu'on l'a pas vu beaucoup voler. Hein, c'est son deuxième vol. Donc ouais, c'est prévu pour normalement le 5 mai après-demain. Vous avez vu là, ça rigole pas la cadence de tir en Chine. Hein. Programmabilité, toutes les constellations, très impressionnant. Hop là. À propos de constellations, donc il s'est passé quelque chose d'incroyable il y a quelques jours, puisque vous avez vu qu'on a la Longue Marche 5 qui a décollé, mais le même jour, on a eu la Atlas 5, la première Atlas 5 d'Amazon pour déployer Kuiper. Kuiper qui, eux, ont vocation à être les concurrents de Starlink. Donc on a eu le premier vol d'une Atlas 5 pour déployer les satellites Kuiper. On va aller voir le vol. Elle devait décoller normalement il y a 2 semaines ou 3 semaines. Il y a des réglementations pour envoyer des satellites où tous les pays peuvent en envoyer quand ils le souhaitent. C'est le Far West, mec. Premier arrivé sur une orbite, le premier qui arrive sur une orbite a gagné la course. Voilà. C'est ça la règle. Premier arrivé, premier servi en ce moment. Là-haut, il n'y a aucune loi. C'est clair? C'est le Far West. Le premier qui arrive à arriver à un endroit, l'endroit il est à lui. Voilà. Extrêmement simple. Il y a des accords, il y a des... On essaie de pas foutre d'armes nucléaires là-haut. C'est Star Wars, absolument. Mais on essaie de pas se tirer dessus. Parce que tout là-haut est vulnérable. Si tu commences à tirer des missiles là-haut, tout le monde sera perdant. On va se retrouver avec un effet de Kessler où on va tout détruire. Il y a des milliers de satellites en orbite là-haut. Si on commence à détruire les satellites, plus personne ne pourra utiliser l'espace. Donc c'est pas dans l'intérêt de qui que ce soit qu'on commence à se tirer dessus là-haut. Voilà. Mais ouais, c'est un peu le bordel là-haut. Voilà. Et l'orbite, c'est pas donné. Oui, absolument. Aller en orbite est extrêmement compliqué. On va encore le découvrir. Donc là, on a ULA qui honore son contrat avec Amazon. Hop là. Et qui avait ça. Donc c'est le premier tir opérationnel de Kuiper. Ils avaient déjà mis 2 prototypes en orbite. Et là, c'était vraiment le premier vrai déploiement. Donc c'est le concurrent de Starlink, les mecs. 7, 6, 5, 4, 3, we have ignition, 2, regardez la coiffe de la Atlas 5, c'est la Atlas 5 sur sa configuration lourde, avec la longue coiffe. Super. Elle décolle vite aussi parce qu'elle a les boosters solides. Marking the start of a new chapter in low Earth orbit satellite connectivity. Donc en l'espace de 36 heures, on a eu une Longue Marche 5, une Atlas 5 et une Falcon 9 pour de l'internet par satellite. On est en train de rentrer à tombeau ouvert dans cette révolution qu'est l'internet haut débit par satellite. Starlink a une sacrée marge d'avance, mais Amazon est en train de mettre... C'est bien la concurrence, c'est génial, il faut de la concurrence. Et Amazon met les bouchées quintuples pour rattraper le retard, même si j'ai du mal à penser qu'ils vont être capables de concurrencer Starlink avant un bout de temps. Leur architecture est vraiment en retard, ils n'ont pas les mêmes capacités de tir, mais ils auront des clients. Là, on va aller voir les... Ça fait baisser le prix pour le consommateur, bien sûr. Mais hey, personne ne veut de monopole d'État. Personne ne veut de monopole de compagnie, de monopole d'État. Il faut de la concurrence. Moi, je suis content de voir ULA commencer à déployer Kuiper, mettre un peu la pression à Starlink. Dans 10 secondes, ils vont larguer les SRB. Vous allez voir, ça fait une espèce de croix de corolef. Allez, premier SRB largué, les 2 autres. Il y a 6 SRB. Hein. Donc là, c'est la Atlas 5 sous sa config lourde. Avec 6 SRB, je peux vous dire que ça dépote. Hein. Mais pour soulever les satellites, là... We just heard confirmation of the solid rocket booster jettison. These additional motors augmented the thrust at liftoff to give Atlas rocket an extra boost to reach its circular low Earth orbit ouais, c'est compliqué pour ULA en ce moment parce qu'ils ont un seul pack, mais ils ont 2 fusées différentes. Et ça fout la merde parce que il y a les Space Force qui veut tirer les Vulcans.
d'accord sur les prix pour niquer les consommateurs. Eh bah ouais. Écoute, ça malheureusement, c'est à l'état de taper du poing sur la table. Hein. On avait vu ça en France avec SFR, c'était quoi? C'était SFR, Bouygues et Orange et tout. Où les mecs s'arrangeaient sur les prix dans l'arrière-boutique. Voilà. Mais Kuiper, les SAT sont bien plus performants que les Starlink. Écoute. J'ai du mal à croire ça, pour la simple et bonne raison, ils visent pas la même clientèle. Alors, tu racontes des conneries. Ça vise exactement la même clientèle, c'est exactement la même architecture, et on n'a absolument aucun détail sur le design technique des satellites Kuiper. Parce que c'est un secret bien gardé chez Amazon. Voilà. C'est pour les zones blanches. Alors, si c'est pour les zones blanches, pourquoi il y a autant de gens en ville qui ont du Starlink? On ne doit pas avoir les mêmes sources. Starlink, c'est pas que les zones blanches. Il y a énormément de zones urbaines qui n'ont pas des bonnes connexions Internet. Je suis des mecs, ils ont Starlink en plein cœur de Londres. Parce qu'ils ont une connexion de merde à Londres. Leur fibre n'est pas de bonne qualité, bah ils ont Starlink. Oh, regardez-moi ça, These events occur when the first stage has escaped Earth's atmosphere, getting above the Kármán line and into space. Nous on s'en fout the Centaur upper de stage, Kerbal with the Space Kuiper Program. satellites attached, On va aller then voir. En takes tout cas, over on ça a s'est bien trajectory passé. to a precise location On in va aller space. voir le. Let's just listen in as we. Alors tiens, ils racontent des conneries, hein, les mecs. Kuiper est totalement le concurrent de Starlink. Totalement. Ils ont vocation à être sur le même créneau. Ils ont vocation à déployer sur les mêmes orbites. Et mon voisin a Starlink. Et est-ce que tu es dans une zone blanche, Electron? Est-ce que tu es à l'endroit où il n'y a absolument pas d'internet? Tu vois, est-ce que Starlink est la seule option? Je veux dire, c'est rien ou Starlink? Même pas, exactement. Parce que Starlink est une excellente technologie. Et ça coûte un peu cher encore, je pense. Surtout pour la France. Mais par exemple, moi, en Islande, je paye... L'Internet coûte cher. 80-90 € par mois pour une excellente fibre. Bah, il y a des gens, ils vont être enclins à prendre Starlink. En Islande, en dehors des villes, sans aucun autre. Voilà. Je prendrai Starlink, bien sûr. Donc ouais, regardez, ça c'est le largage de la charge utile. Eutelsat est-il un concurrent? Non, Eutelsat et Starlink ne sont pas dans le même vecteur. Ne visent pas les mêmes clientèles, tu vois. Eutelsat, donc tu parles de OneWeb. OneWeb va viser les grosses institutions, des grosses compagnies. Tu pourras pas, toi, petit particulier, avoir OneWeb, tu vois. Ou alors il faut... C'est particulier, mais c'est pas la même clientèle. Kuiper, Amazon ils veulent totalement concurrencer Starlink. C'est le même type de clientèle. Regardez, ça c'est les premiers satellites Kuiper qu'on voit être lâchés. Génial. OneWeb va avoir son propre business, hein. Va avoir son propre business plan et tout. Et ça fonctionne bien, OneWeb, hein. OneWeb, on avait suivi toute l'architecture. Regardez ça, magnifique. Il y a un énorme business à prendre. Il y a de la place pour tout le monde. Littéralement, il y a de la place pour tout le monde. Il y a une telle demande. Comprenez que c'est pas... La demande est gigantesque en ce moment pour de la connectivité. Que ce soit du particulier qui veut de l'Internet, jusqu'à des multinationales. Quelle attitude Kuiper? À peu près comme Starlink. Ce sont des architectures similaires en termes de constellation. A contrario de OneWeb, OneWeb qui eux sont différents en termes de technologie et d'architecture. Hop là. Donc ouais, très intéressant de voir la première Atlas 5 déployer les satellites. En tout cas, ça s'est bien passé. Hop. Et pour aller voir la concurrence, on va aller voir quelques heures. Même chose depuis Cap Canaveral, depuis Vandenberg. Regardez ça. Incroyable, hein. On a eu 3 tirs pour 3 méga constellations en 24 heures. Merde. Hop. Donc là, c'est SpaceX qui tire du Starlink. Et dites-vous que ça, c'est obsolète, hein. C'était, je crois, le 50e tir de l'année pour SpaceX. C'est des malades. 50 tirs. Et ils ont déjà tiré 2 fois depuis. Voilà. Hâte de voir F9 lancer du Kuiper. Normalement, Amazon s'est fait attaquer par ses actionnaires parce qu'ils avaient refusé. Le conseil d'administration d'Amazon s'est fait attaquer par ses actionnaires
parce qu'ils avaient choisi de prendre les trucs les plus chers et de ne pas prendre SpaceX. Donc les actionnaires ont attaqué en justice le conseil d'administration d'Amazon et Amazon a dû lâcher du lest. Et ils ont acheté deux Falcon 9. Et SpaceX, eux, ont toujours dit, nous, on est là pour tirer, même nos concurrents. On est une compagnie de lancement et on lance tout le monde. S'ils commençaient à refuser des lancements, SpaceX, ils pourraient s'exposer à des lois antitrust. Bah ouais, quand vous êtes en situation de monopole, et on sait que SpaceX est en situation de monopole au niveau des tiers, bah, si vous commencez à refuser vos concurrents vont avoir l'option sur la table de vous attaquer avec des lois anti-monopole, des lois antitrust aux États-Unis. Et SpaceX ne veut surtout pas prêter le flanc à ça. Donc ils tireront pour tout le monde, même leurs concurrents. On les a déjà vus tirer OneWeb, même si là c'était pas trop leurs concurrents, et ils tireront aussi Kuiper. Donc là, Californie, Vandenberg, ils avaient tiré Starshield quelques jours plus tôt pour le Pentagone. Donc Starshield qui est... C'est de la folie, hein. Starshield qui est une autre méga constellation, mais à usage uniquement militaire pour le Pentagone. D'ailleurs, on a vu l'hélico de Trump. Les présidents américains ont un hélicoptère qui leur est propre. Et il y avait un Starshield. Il y avait un Starshield sur l'hélicoptère. Très intéressant. Donc là, comme d'hab, ils ont récupéré le booster. Je crois que celui-là, c'était peut-être son 22e vol ou un truc comme ça. Moi-même, je ne regarde plus que les records maintenant. Ils tirent tellement que c'est difficile de garder le rythme de quel booster vol. Donc ouais, moi je trouve ça fascinant qu'on ait 3 vols pour 3 constellations en même temps. C'est pas une catastrophe de perdre une fusée avec des charges utiles. Hein. Ça arrive, hein, ça peut arriver. Hein. On va aller voir tout à l'heure Firefly qui a eu un problème avec son 2e étage. Tu veux juste pas perdre des charges utiles d'une génération comme un télescope ou des trucs vraiment extrêmement importants. Tu voulais pas perdre OneWeb, tu vois. Si la NASA a choisi Ariane, c'est que Ariane avait un taux de réussite exceptionnellement haut, entre autres, et était bon pour certaines orbites. Donc ouais, là t'es prêt à foutre 20 millions de plus pour choisir l'option la plus sécurisée. Il n'y a pas eu 6 vols en 72 heures récemment. Oh, alors 6 vols je suis pas sûr parce qu'ils ont que 3 pads. Et c'est difficile de remettre en état les pads aussi rapidement. Mais ouais, on les a déjà vus tirer une fois par jour quasiment. SpaceX, c'est un peu des zinzins. Hein, mais parce qu'ils ont les fusées. Ils ont une logistique qui va avec. Et voilà. Hubble, voilà, absolument. Hubble, OneWeb, interdit d'échouer, tu vois. T'es prêt à foutre le pognon maximum pour que ça voilà. Tu peux pas exploser ces charges utiles. Voilà. Ont des Falcon 9 rattachés à chaque pad où les boosters voyagent dans tous les... Non, chaque pad a des boosters rattachés. Par exemple, en Floride, tu vas avoir 2 pads. Donc parfois les boosters en Floride changent de pad. Mais ils passent tous dans le même hall de remise en état. Mais forcément, les Falcon 9 de Vandenberg sont traités à Vandenberg, d'accord. Il n'y a pas de... Les Falcon 9 de Vandenberg ne vont pas en Floride et vice versa, d'accord. Est-ce qu'on peut considérer Iris 2 comme un concurrence potentielle de Starlink et Kuiper? Non. Iris 2 sera plutôt un usage militaire, sera plus un OneWeb militaire. Tu vois, Iris 2, tu pourras probablement pas avoir Iris 2 pour toi. Et de toute façon, Iris 2 va arriver pas avant 2030. Je veux dire, 2030, qui sera assez con pour prendre du Iris 2 en 2030 alors que t'as Starlink et Kuiper qui vaudront plus grand chose à ce moment-là. Donc non, Iris 2, c'est encore une architecture avec 300 satellites. Ça va être fait pour des institutions, pour les militaires, je pense. Clairement. L'Ukraine, c'est l'Ukraine qui a provoqué l'émergence d'Iris 2. Et ils ont vu que l'armée ukrainienne était totalement dépendante pour sa survie de Starlink. Et les Européens en panique se rendent compte qu'il y a un énorme besoin pour de l'internet au débit sécurisé et indépendant. Parce que le problème de Starlink, c'est que c'est pas indépendant. C'est aux mains
C'est même pas aux mains du Pentagone, c'est aux mains de Starlink et de Musk. Et ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est littéralement leur compagnie. Quand vous utilisez Starlink, vous signez un cahier des charges. Vous voyez, usage et conditions. Et si vous respectez pas ces usages et conditions, bah, ils peuvent vous couper Starlink. Ce qu'on a vu Musk faire quand les Ukrainiens ont commencé à utiliser Starlink de façon offensive. Ce qui n'était pas prévu dans le contrat. Et ils leur ont dit, on ne veut pas que vous utilisiez Starlink à des fins militaires offensives. Donc vous arrêtez tout de suite, sinon on vous le coupe. Voilà. C'est de bonne guerre, hein. Vous savez, quand vous utilisez un téléphone ou quand vous utilisez votre bagnole, vous avez aussi des conditions d'usage à respecter. Et voilà. Les gens ont du mal à comprendre ça, qu'on ne fait pas ce qu'on veut et que Starlink est un produit comme un autre. Si les gens sont pas contents de Starlink, allez utiliser la concurrence. Donc c'est pour ça que le Pentagone veut Starshield, pour être totalement indépendant au niveau internet, ne pas avoir à passer par Starlink. Donc c'est amusant parce qu'il demande à SpaceX de faire la constellation. Mais là, Starlink n'aura pas son mot à dire sur l'usage de Starship. 46 km, le booster redescend, pleine balle. Ah, on est gâtés. Hein. On va aller voir Ariane Espace et la Vega. La com, c'est pas la même chose. Hein. Aïe, 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 aïe. Ça pique aux yeux. Hein. Donc là, c'est du caviar, on en profite. Hein. Ariane, c'est de la subvention, je suis pas d'accord. Est-ce que Ariane 6 a été subventionné? Oui. Parce qu'ils avaient. Le programme a totalement explosé son budget et ses délais. Mais ils font aussi rentrer de l'argent. Ils font aussi rentrer de l'argent via leurs contrats institutionnels. Il y a Kuiper qui a payé plusieurs milliards pour réserver un paquet d'Ariane 6. Ils font aussi rentrer de l'argent à Ariane Espace. 10 km. A la chance de récupérer les boosters. Son propre emplacement au sein du gouvernement américain. Absolument. Absolument. C'est ironique, hein, que c'est SpaceX qui met en place son propre remplaçant. Mais dis-toi qu'ils sont payés très cher. C'est un contrat qui vaut plusieurs milliards de dollars. Sachant qu'ils font toute l'architecture et que c'est eux qui tirent. Ils sont prêts à mettre en place leur propre remplacement parce qu'ils sont payés, ça fait rentrer, ça génère des milliards de cash. Donc c'est totalement rentable. Et surtout c'est un contrat à long terme, Clochette, tu vois. Parce que les satellites Starship comme les Starlink, va falloir continuer à les tirer pendant des années. Les satellites, certains vont plus être en fonction, d'autres vont rentrer dans l'atmosphère. Donc c'est un contrat qui va être sur une génération entière, de continuer à tirer régulièrement. Et c'est parti, la petite récupération classique. Voilà, une de plus. C'est devenu tellement banal que ça en est plus incroyable. Et voilà, parfait. Donc ouais, incroyable. 3 fusées, 3 opérateurs différents, 3 constellations différentes. Ouais non Didier, t'as pas tout loupé. Il y a encore du contenu et les échecs arrivent. Là c'est que de la réussite. Les échecs vont arriver parce que tout le monde n'a pas passé une bonne semaine. Voyez-vous alors, ouais, on va aller voir justement à Ariane Espace. J'avais dit que la semaine dernière on avait dit qu'il y avait une Vega au pad pour le satellite Biomasse. Un satellite pour calculer le CO2, la forêt équatoriale. Bon écoutez, c'est bien mais ça vend pas trop de rêve. Mais bon, ça vaut cher. Donc il faut éviter de casser. Et la Vega, moi j'aime bien comment elle décolle. Hein. Donc la Vega c'est un missile balistique, hein. C'est à poudre. Vous allez voir comment on est habitué à voir les fusées décoller lentement. Parce que la plupart des fusées sont en ergol liquide, avec parfois des boosters d'appoint comme la Atlas 5. La Vega est une fusée particulière, puisque c'est une fusée entièrement à booster solide. Et voilà. 8, 7, 6. Donc ça c'était il y a quelques jours. 5, 4, les Européens tirent tellement rarement que c'est toute une fête quand l'Europe tire. Hein. Putain. Je vois les gens, ils sont là, ah, vive la France, vive l'Europe et tout. Bon, c'est italien, un bio les mecs. Mais je rigole quand même un peu parce que... Putain, c'est... Genre quand l'Europe tire, c'est incroyable quoi. C'est un événement de fou. Et pour ça, il y a SpaceX qui tire 3 fois par semaine, qui récupère les boosters. Ah, on vit pas dans le même monde, hein. On vit vraiment pas dans le même monde, hein. En plus, voilà. Pour avoir des informations réellement précises, écoute, moi ça me vend pas de rêve. Tant mieux si c'est utile pour calculer des trucs importants. Mais bon, voilà quoi. Hein. Ça a pas les yeux vraiment tournés vers les étoiles. Eh, joli hein.
Joli, hein. Bon, malheureusement, il n'y a aucune vue embarquée. Ils font chier. Aucune vue embarquée. C'est pour ça que ça pique les yeux de regarder SpaceX avant. J'aurais dû d'abord mettre ça. Et j'aurais dû mettre SpaceX après. Voilà. Vous aurez aucune vue à l'intérieur, rien. Voilà. Trajectoire nominale. Combien de tirs avant qu'elle soit sortie du catalogue Ariane? Très bonne question. Je ne sais pas à partir de quand le contrat... je ne sais pas à partir de quel moment Avio va devenir totalement indépendante au niveau commercial. C'est une très bonne question. Peut-être que quelqu'un dans le chat aura la réponse de quand Avio assumera ses tirs sans passer par l'appui commercial de Ariane Group. Rien n'espace. Aucune idée. Jolie traînée lumineuse. Ah bah là c'est... je peux vous dire que ça, tous les ergols là, tous les boosters à poudre généralement polluent pas mal. Hein. C'est le problème des boosters à poudre en général. En cas elle part bien, vol réussi. C'est bien. Vous entendez le chien qui aboie dehors? Oh! Je stream! Salopard. Bon écoutez, voilà, on verra rien d'autre. Comme je dis, il y a pas de... Il y a rien. Il n'y a aucune vue intérieure et tout ça. Bon, en 2025, ça la fout un peu mal quand on voit même les Russes et les Chinois faire une meilleure com que ça. Bon, écoutez, l'important c'est que le satellite soit en orbite en un seul morceau et qu'il n'y ait pas eu de casse. Voilà. Le bon état de notre planète est aussi important de regarder. Écoute, c'est pas avec des satellites à la con que tu vas améliorer la planète. Hein. Déjà, écoute, c'est mignon, mais les problèmes, on les connaît. Et on n'a pas besoin de satellites pour nous dire où sont les problèmes. Hein. Voilà. Après, ça fait circuler le pognon, ça permet de faire des tirs, c'est bien. Mais cet aspect écolo du spatial me fait doucement sourire. Il y a beaucoup d'hypocrisie derrière ça. Voilà. C'est comme ce connard de Thomas Pesquet qui vient faire la morale sur Twitter en disant aux gens n'utilisez pas l'IA, l'intelligence artificielle, vous allez polluer un peu. Le mec roule en Mustang. Ils ont eu un problème de trajectoire. Ouais, mais je crois que ça s'est résolu après avec les boosts du deuxième étage. Ils ont corrigé après. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie dans le spatial qui me fatigue énormément de la part de certains acteurs où on vend un aspect ultra écolo alors que c'est quand même une industrie qui pollue énormément aussi. Il faut assumer ça. Et il y a des choses intéressantes à faire avec le spatial au niveau de l'écologie, des feux de forêt et tout ça. Mais faut pas dire que c'est le spatial qui va sauver la Terre, les mecs. C'est faux. C'est les êtres humains en bas, en arrêtant de faire les cons avec les écosystèmes, en arrêtant de bétonner à tout va, en consommant mieux et tout ça. D'accord? C'est pas le spatial qui va trouver des solutions à vos problèmes. Peut-être qu'il y a des technologies qui peuvent émerger au niveau énergétique et tout, mais ça, c'est pas lié à proprement parler au fait de lancer des satellites qui facilitent notre tâche écologique. C'est un problème de conscience politique et pas un problème spatial. Voilà. Pourquoi il y a si peu de gros lanceurs uniquement Airgold Solid? Les Airgold Solid ont beaucoup d'inconvénients. Une fois que tu appuies sur le bouton, tu peux plus rien faire avec l'Airgold Solid. L'Airgold Solid, ça part très vite, ce sont des missiles balistiques. Tu tires, t'oublies, et t'espères que tout se passe bien. T'as absolument rien du tout de redondance, d'adaptation à un problème. C'est pas facile les Airgold Solid. Ça pollue aussi énormément. La Vega est une en termes de design, est une vieille fusée. Allez voir quand le design de la Vega a commencé. C'est déjà une relique la Vega au niveau technologique. Hop là. Bon, en tout cas, ça s'est bien passé pour les Européens, c'est cool. En plus, il me semble. Ouais. Alors, tu sais, Clochette, qu'ils avaient. Ça serait techniquement possible de réutiliser. Les Américains avaient pas mal testé. Mais le souci, c'est que ça coûte trop cher à récupérer et à refaire. C'est plus simple de juste construire à neuf, tout simplement. Voilà. Sur le papier, on pourrait réutiliser, mais c'est pas intéressant financièrement parlant. Alors, aïe. Il y a quelqu'un qui a eu un gros problème. Vous vous rappelez de Firefly Firefly qui avait fait une super mission Blue Ghost sur la Lune. Et je vous avais dit il y a un mois qu'ils avaient une fusée au pad pour Lockheed Martin, un satellite démo de Lockheed Martin.
Et ben, on attendait le tir avec impatience. Ils avaient eu des soucis. Ils ont eu des soucis à plusieurs reprises. Ils ont eu aussi des soucis mécaniques qui ont décalé. Et ils ont tiré. Ils ont tiré et vous allez voir que ça s'est pas bien passé. Mais ça vaut le coup d'être vu. Ça, pour rappeler que l'espace est difficile, l'échec est toujours une possibilité. Donc ça, c'était il y a quelques jours. Depuis Vandenberg, donc le même endroit où on a vu la Falcon 9 décoller tout à l'heure. Merde, attendez. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bon décollage. Flight operator, transition to ascent ops, ground operators, please. Transition to ground, channel for taxi. Bon, il y a du travail avec les caméras visiblement, mais on s'en fout. L'important c'est que tout soit nominal. Donc ça, vous allez voir que le premier étage, les télémétries sont merdiques, mais le premier étage c'est magnifiquement comporté. Écoutez, Lockheed Martin, ils prennent le risque de mettre leur satellite sur une fusée à problème, parce que la Alpha de Firefly est une fusée à problème, vous allez voir, c'est leur problème. S'ils veulent être sûrs, vous allez voir une Falcon 9. La Falcon 9, elle a un taux de réussite totalement incroyable. Très intéressant. Vous allez voir on va aller voir, je vais vous expliquer le problème. Le premier étage, c'est magnifiquement comporté, ce qui est une bonne chose. On va aller jusqu'à Miko, Management Cutoff, quand ils vont couper les moteurs. Et l'incident s'est passé au moment de la séparation. Premier étage, deuxième étage. Qui est souvent un instant critique pour une fusée, c'est quand vous séparez les deux étages. C'est possible. Vous allez devoir redémarrer un nouveau moteur en altitude et en plus faire en sorte que le deuxième étage, le premier étage se sépare bien sans problème. Souvent, les nouvelles compagnies échouent à ce moment-là. Man, you can see the atmosphere thinning. You really can. That plume expansion there. That's beautiful. Should be coming up on Miko here. T plus 2 in about minutes. 30 seconds. C'est dingue de ne pas prendre une Falcon. Pas forcément. Pas forcément. C'est un pari. God, the way that comes back together, it's literally the exhaust gases bouncing off the atmospheric pressure. Dites-vous que c'est un énorme contrat qu'ils ont avec Lockheed Martin pour potentiellement, je crois, 25 tirs. Si tout se passe bien. Alors, regardez bien. Regardez bien. Vous voyez la fusée. On va aller à Miko. Et je vais mettre une pause. Normalement, la séparation d'étages, mes pauses, elle doit être smooth, ok? Elle doit être smooth, ça doit coulisser superbement. Et vous allez voir quelque chose de pas nominal du tout. 2.5 minutes after liftoff. Pauvre. Vous avez vu ça? Regardez bien. Down range here. Attendez, j'avance un petit peu. Non. On va... Il y a eu quelque chose de pas nominal au moment de la séparation. Sûrement le deuxième étage qui a tapé la tuyère. Regardez. Là, ils ont éteint. Boum. Et là, il y a eu une explosion, les mecs. Il y a eu explosion, mais il n'y a pas eu explosion du deuxième étage. Boum. Regardez. Ça, c'est le deuxième étage. Vous voyez les débris autour? Qu'est-ce qui manque, là? Les experts du chat, là. Qu'est-ce qui manque? Il manque quelque chose de très important pour qu'un moteur fusée soit optimal. Soit optimal à cette altitude. Il manque quelque chose. Ils ont perdu. Ils ont explosé la tuyère. Ils ont explosé la tuyère. J'avais vu quelqu'un qui parlait justement que Alpha, le design de la Alpha faisait que au moment de l'éjection, le deuxième étage passait très très près de la tuyère. Et il semblerait que là, le premier étage, pardon, ait explosé la tuyère. Vous allez voir. J'enlève ça. À gauche, vous avez le vol précédent. À droite, vous avez... Voilà à quoi doit ressembler le deuxième étage de la Alpha. Regardez à droite, c'est notre vol. Ils ont
exploser la tuyère. Et soit c'est au moment de l'allumage moteur, mais ça serait étonnant. Et je suspecte que c'est simplement le premier étage en coulissant qui a arraché la tuyère ou qui a touché. Et à ces vitesses-là, ça touche un peu, c'est fragile. Ça a explosé la tuyère. Mais ça n'a pas provoqué une explosion. Le problème, c'est que s'il y a une tuyère sur un deuxième étage, c'est pour optimiser les performances. Malgré l'absence de tuyère, le moteur a démarré. Et regardez la vidéo. Vous allez aussi voir que le choc, l'ordinateur de bord compense. Parce que bah, ça part dans toutes les directions. Regardez bien. Non. Hop. Regardez comment le deuxième étage pivote dans tous les sens. Ça, c'est pas nominal. Vous avez vu? C'est l'ordinateur de bord est en train de compenser à pleine balle le merdier il part dans toutes les directions. Regardez. Et pourtant, belle perf de l'ordinateur de bord qui parvient à garder le merdier. Mais là, il y a un souci. D'ailleurs, là, on nous montre la charge utile. Ils ont gardé le contrôle du deuxième étage, malgré la perte de la tuyère, ce qui n'est pas dégueulasse du tout. Au final, le problème, c'est que s'il y a perte de la tuyère, vous avez perte de performance. Ils ont réussi à aller en orbite sans tuyère, mais ils ne sont pas allés assez haut, malheureusement. Donc le moteur a continué à brûler parce que vous avez une perte énorme de performance. Et bah, au final, le deuxième étage n'est pas allé à l'altitude nécessaire pour larguer la charge utile. Ils ont tout perdu, c'est retombé dans le Pacifique. Ça tangue, ouais. Ça tangue parce que bah, ils n'ont pas eu assez de performance. Donc malgré la perte de la tuyère, le moteur a continué à fonctionner. Et ils ont continué la mission, mais ils n'ont pas pu aller assez haut à cause de la perte de performance. Voilà. Donc malheureusement, ça devient compliqué pour Firefly parce que vous allez voir que c'est quand même le 6e tir et ça enchaîne les échecs. Ils ont eu un tir réussi avant, mais c'est pas brillant. Et ils ont Lockheed Martin a investi fort sur eux. Et pour le moment, Lockheed Martin, ils en ont avec le carnet de chèques, quoi. Parce que l'espace, c'est dur. L'échec est toujours une possibilité. Et là, avec toutes ces nouvelles compagnies qu'on voit, on est un peu trop habitué à voir SpaceX faire des dingueries, à tirer 3 fois par jour, récupérer les boosters. On est beaucoup habitué au succès des compagnies qui sont là depuis longtemps. Mais on oublie que pour des jeunes compagnies, c'est incroyablement difficile d'aller en orbite. Et après d'avoir un business plan rentable. Parce que le but reste de faire de l'argent, les mecs. Et si vous n'êtes pas capable de générer des thunes, ouais, donc là, Firefly sont dans une position délicate avec un lanceur qui a encore des problèmes. Et on espère qu'ils vont résoudre leurs problèmes. Et qu'ils vont retourner au pad, qu'ils vont apprendre de ce qui s'est passé là. Et que... Parce qu'ils ont un premier étage qui fonctionne. Et là, le deuxième étage, vous savez, ça a peut-être touché, ça a peut-être frotté un peu trop fort. Et bam, le machin, après, à l'allumage, il a explosé, quoi. C'est terrible. C'est terrible. C'est pas eux qui ont réussi l'alunissage, absolument. C'est eux qui ont réussi l'alunissage avec Blue Ghost. La plupart des petites compagnies du New Space ont tendance à faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités pour récupérer des contrats et être large. Voilà. Mon bilan CO2 est loin d'être mauvais. Écoutez les mecs, ne pensez pas comme ça. Ne pensez pas à votre bilan CO2, d'accord? La Chine en ce moment, elle pollue. La Chine et l'Inde polluent plus que l'entièreté de la planète réunie. Le parc de navires de croisière en Méditerranée pollue plus que toutes les bagnoles réunies en Europe. C'est pas vous les pollueurs, d'accord? C'est pas vous les pollueurs. Il faut arrêter de culpabiliser les gens avec leur bilan CO2. C'est le fait que vous preniez une fois l'avion, vous allez rien changer à la planète, d'accord? Si 1 million de personnes arrêtent de prendre l'avion, ça changera rien à la planète, d'accord? Donc il faut arrêter de faire passer voilà. La rediffusion de ton dernier live sur American Civil War sera dispo sur YouTube. Ouais, il est en train de passer à la censure YouTube. J'ai dû dire trop de conneries et YouTube n'a pas aimé. Donc il faut qu'un modérateur YouTube regarde la vidéo. Bienvenue dans mon monde. J'ai souvent ce genre de problème. Voilà. Donc ouais,
On espère que Firefly, ils vont rebondir et ils vont retourner au pad. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils ont un gros contrat avec Lockheed Martin, donc il va falloir retirer et résoudre les problèmes. Voilà. Alors, on a quoi d'autre? Oh là 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 là. On a eu la Maison Blanche qui a fait ses propositions, pour taper dans le budget de la NASA. Alors, il y a des très bonnes nouvelles et aussi des mauvaises nouvelles. Alors, comprenez que ça, c'est pas sûr, les mecs, d'accord? C'est la Maison Blanche, c'est l'administration Trump qui voudrait procéder à des changements sur les programmes spatiaux de notre génération, mais ils doivent passer par le Sénat. On a déjà souvent parlé de ça. Quand je parle de la SLS, de Artemis, de Gateway, de tous ces gros programmes, je suis le premier à les critiquer parce qu'il y a des choses qui vont clairement pas bien en termes d'usage du pognon. Donc là, vous avez des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Si ça tenait qu'à moi, on prendrait 100-200 milliards du budget de l'armée, on donnerait tout ça à la NASA et on dégagerait les programmes inutiles. Donc là, on a des choses auxquelles on s'attendait, qui sont la décommission de la SLS après Artemis 3, ce qui est très bien. Ça aurait été con de pas aller à Artemis 2 et 3 parce que le hardware est déjà prêt, tout est lancé. Donc autant faire Artemis 1, 2, 3, vu que tout est sur les rails pour ces missions. Donc après, la Maison Blanche propose simplement, on arrête la SLS. Ce qui, je pense, est une excellente idée, puisque la SLS coûte une fortune pour très peu d'intérêt, en fait. Elle coûte trop cher pour être viable. En tout cas, Artemis quoi, c'est aucun lunissage. Si, Artemis 3, justement, c'est à l'unissage. Mais c'est pas la SLS qui s'occupe de l'alunissage. C'est Starship. Starship qui a aussi ses problèmes, mais SpaceX n'avance pas à la même vitesse. En termes de pognon, j'ai bien plus confiance en SpaceX qu'en Boeing pour gérer la cadence de tir de la SLS et faire baisser son prix, ce qui seront absolument incapables. Donc ouais, on a donc la décommission de la SLS après Artemis 3. Personnellement, des gens ne sont pas d'accord. Je pense que c'est une superbe nouvelle parce que ça coupe la poire en deux et ça va permettre de tirer deux autres SLS. Et c'est un programme de toute façon qui est horriblement cher, donc il faut le dégager. Décommission, annulation pure et simple de Gateway. Gateway qui est une station spatiale en orbite autour de la Lune. Là aussi, les coûts sont absurdément élevés. L'intérêt, je ne le comprends pas personnellement. Autant avec le pognon aller directement se poser sur la Lune et faire une base lunaire plutôt que de se faire chier avec une station en orbite qui sera utilisée que quelques mois par an parce qu'il n'y aura même pas une présence permanente à bord de Gateway. Je n'ai jamais compris l'intérêt de Gateway en termes d'investissement faramineux que ça représente. Je vois pas l'intérêt alors qu'il y a des choses plus intéressantes à faire sur la surface de la Lune directement en termes d'investissement à long terme. Et vous avez aussi donc commencé à diminuer l'usage. Gateway n'était pas prévu avec cette base lunaire, mais justement, c'est que ça fait trop. Il n'y a pas l'argent pour faire tout ça. Si on avait de l'argent infini, moi j'aimerais bien qu'on prenne le budget des porte-avions américains, là, des classes Ford, à 8 milliards de dollars le porte-avions, et qu'on donne ça à la NASA pour tout faire. Malheureusement, non, la NASA est toujours le parent pauvre au niveau budget fédéral. Donc comprenez que tout ça, c'est pas sûr, d'accord les mecs. Ça va devoir passer devant le Congrès, et c'est le Congrès qui va devoir voter. Le Congrès, il a aussi ses intérêts là-dedans. La SLS, elle est construite par les contribuables, c'est de l'argent qui circule. À voir si le Congrès va accepter ça. Peut-être que le Congrès va mettre son veto sur certaines choses. Il y a aussi de la science qui va passer à la trappe, ça fait chier. Il y avait un télescope sympa en 2026 qui va peut-être passer à la trappe. Des programmes aussi intéressants, ça fait chier, voilà. Donc on verra. Mais ouais, il y a pas moyen de récupérer l'argent de USAID. Ah, ça serait bien, hein. On en rêverait de mettre les 50 milliards. Vous vous rendez compte que USAID avait beaucoup plus de budget que la NASA. Ça serait incroyable de mettre les 50 milliards de USAID et de le mettre dans... Ça marche pas comme ça malheureusement, mais ça aurait été chouette. Ça aurait vraiment été chouette. Comme je dis, moi je suis enclin à... Si demain vous me laissez les manettes, je mets 200 milliards à la NASA quoi. 200 milliards à la NASA et on lance des programmes de dingue d'une génération. Mais c'est pas moi qui décide. L'espace n'a jamais trop la cote à Washington. Il y a beaucoup de pognon en jeu. Le spatial n'est jamais une priorité, malheureusement.
Donc ouais, on va avoir un nouvel administrateur, on va avoir Jared Isaacman qui a été accepté dans le rôle. Et ouais, on espère que le Congrès va garder la science. Moi, je suis pour dégager Gateway et la SLS, ça coûte trop cher, c'est inutile. Par contre... Alors, les Européens vont être les cocus de l'histoire. Hein, il y a toujours des cocus, les mecs. Les Européens qui participent activement avec Orion et avec à Gateway, Thales, hop là! Il va falloir que les Européens se bougent le cul et commencent à être indépendants au niveau de programmes spatiaux de grande envergure. Parce que les États-Unis, c'est pas nouveau qu'ils annulent les programmes. On avait vu Obama avec Constellation et tout ça. Les États-Unis, ça annule les programmes qui coûtent trop cher, qui sont pas assez rentables. Et les Européens, à chaque fois, ils se retrouvent avec les mains dans le pot de pu, là. Et ces cons sont pas foutus de commencer à penser par eux-mêmes, d'avoir leur propre programme habité et tout ça. Et ça me fatigue chez les Européens. Il y a de l'argent en Europe, il y a de l'argent et du talent. Il serait peut-être temps de commencer à l'utiliser et à penser par nous-mêmes et avoir une paire de couilles. Mais ça, c'est compliqué en Europe parce qu'il y en a systématiquement... La solution est toujours de l'autre côté de l'Atlantique, quoi. Et ce manque d'indépendance va encore... C'est les Européens qui vont payer les pots cassés de ça. Voilà. Terrible. Donc ouais, le Congrès va devoir voter pour tout ça. On espère que le Congrès va garder certaines choses, entre autres la science surtout. Après, s'il peut nous débarrasser de pas mal... s'il peut dégraisser avec la SLS et Gateway, c'est une bonne nouvelle. Bon, si on allait voir la semaine de SpaceX. Donc déjà, ils ont continué à tirer comme des dingues les Falcon 9. Hein. Là, vous avez vu, on en a montré une tout à l'heure. Il y en a 2 autres qui ont décollé dans la semaine. Nous, on va aller s'intéresser aux mauvaises nouvelles. On va parler de Starship. Regardez le pad B. Alors, on suit le développement du pad B. C'est la faute de Ten Green avec sa transition. Ah bah ouais, mais Ten Green, maintenant, pour rembourser ses emprunts, il est obligé de bosser. Regardez le pad B. On les a vus mettre les piliers. Des rumeurs disent que l'OLT, la table orbitale, va être posée la semaine prochaine. Les rumeurs sont à prendre avec des pincettes, toujours. Mais on aurait la table orbitale qui irait au pad la semaine prochaine pour être posée. C'est des malades. Et regardez, les tuyaux verts, c'est le système de déluge. Le système de déluge qui a déjà été installé pour venir se mettre directement, clac clac. Ça va vite. Ça ne niaise pas. Bah c'est du... voilà. C'est du SpaceX, tout craché. Le Starship bashing. On n'est pas là pour faire du bashing ou pour faire du pro machin. On est là pour dire les faits. SpaceX a des énormes problèmes avec la V2 de Starship, c'est un fait. C'est pas une question de faire du bashing ou de faire du pro SpaceX à outrance en disant que tout va bien. Quand il y a des problèmes, il y a des problèmes. Chez tout le monde. L'espace est difficile, on est des êtres humains, par définition on fait des erreurs, et voilà. Yon, il avait poussé le bouchon un peu trop loin la semaine dernière dans le spam, donc j'avais dû ban son 3e compte ou 4e compte, je crois. Peut-être qu'il reviendra un jour avec un nouveau compte. Donc là, regardez, pendant que SpaceX a des problèmes avec Starship, on a la construction du 2e pad qui va à 100 à l'heure. Les images sont magnifiques, hein. Ça vous montre un petit peu la vitesse. Allez voir, vous savez, il y a même pas un an, il n'y avait rien. Ils ont posé le premier tronçon de tour en août. Ils vont être capables de faire ça, ils auront fait ça en moins d'1 an, possiblement. Connaissons l'industrie, quand vous connaissez un peu l'industrie et le rythme de l'industrie. Ça, c'est $1 milliard, les mecs. En termes de dev, c'est minimum $1 milliard. C'est de la folie. Et c'est pas juste un pad pour micro-lanceurs. C'est le pad pour la fusée la plus puissante de l'histoire de l'aérospatiale. C'est un pad absolument gigantesque en termes d'ingénierie. Donc là, on voit bien les tuyaux du système de déluge. Je trouve ça magnifique. Hop là, l'appareil. Belle bête, hein. Belle bête, hein. Donc ouais, la semaine dernière, je vous avais dit, il y a des fermetures de route de prévues. Donc le vol 9 qu'on attend, ça serait B14, qui ferait un nouveau vol. 1 milliard, t'es gentil. Non, 1 milliard. 3,5, non. Le pad, là, il vaut pas 3,5 milliards, mec. Que dalle. 1 milliard, déjà, c'est beaucoup pour SpaceX, vu comment ils sont capables de rationaliser les coûts. On va dire qu'en général, un pad vaut 1 milliard. On va dire ça comme ça. On n'est pas là pour compter au dollar près. Mais
Je vous avais dit, ouais, on verra si c'est S35 qui va au pad pour faire son feu statique ou S36 qui va faire ses essais cryo. Donc on savait pas quel Starship allait aller à Massey pour faire ses essais. Massey qui est le site secondaire où désormais tous les Starships vont faire leurs tâches logistiques. Il s'avère que S36, donc le prochain vol, S36, à notre grand désarroi, est parti. Alors S35 repoussé à durée indéterminée. Ça c'est les rumeurs. C'est les rumeurs. SpaceX n'a pas communiqué. Mais on va reparler. Il faut pas trop écouter Twitter et les rumeurs, d'accord? On sait pas ce qui s'est passé avec S35 exactement. Vu que SpaceX n'a rien dit et que SpaceX, voilà, ils communiqueront en temps voulu. Hop là. Donc matez-moi un peu S36. On était un peu déçus de ne pas voir S35 aller au pad. Donc c'est S36 qui est parti faire ses essais cryo à Massey. Regardez-le sur la route, incroyable. Hein. Vous passez sur la route au Texas, pas loin de South Padre Island, puis vous croisez un Starship. Comprenez que la route, les gens circulent. Et vous avez les mecs qui amènent ça, être testé, la route n'est pas fermée. Vous avez des gens sur Twitter, vous avez des gens qui prennent en vidéo, Starship, quoi, qui est déplacé sur la route, quoi. T'es là. Vous vous rendez compte? Vous allez au taf, vous croisez un Starship. C'est quoi la différence entre S35 et S36? C'est le même Starship. Starship V2 sur le papier, sans aucun doute qu'il y a des différences. Puisqu'on sait qu'ils ont cassé les deux derniers. Les deux derniers ont eu le même problème. Donc ils ont un problème de design. Donc sans aucun doute qu'il y a des différences. Mais sur le papier, c'est le même bloc. Ce que j'appelle bloc, c'est génération, d'accord. Donc en tout cas, S36 est allé au pad pour faire ses essais cryo. Donc essais cryo, c'est simplement pour tester... vous n'avez pas les moteurs. C'est pour tester tout ce qui touche les conduites, l'intégrité des réservoirs. Donc vous chargez en ergol. Voilà. Vous chargez en ergol. Ils ont fait ça à une vitesse dingue. Le jour même, c'était branché. Et la nuit même, donc ils ont fait ça en moins de 24 heures. La nuit même, regardez, en pleine nuit. C'est des malades, hein. Voilà. De pas voir S35. Pour faire simple, on voulait voir S35 au pad pour le feu statique. S36, c'est le vol, c'est sur le papier le vol 10. Le problème, c'est que nous, on se demande où est S35. Parce qu'on veut que S35 fasse son feu statique. Parce que s'il fait son feu statique et que tout réussit, c'est une étape majeure de réaliser en vue du vol 9. Donc ça fait plusieurs semaines qu'on se demande, on veut voir S35 au pad. Donc notre déception, c'est de voir S36 aller faire ses essais cryo. Mais on oublie que c'est SpaceX. En pleine nuit, donc S36 revient du pad, revient de Massey. En moins de 24 heures, il est allé à Massey, il a fait ses essais cryo et il revient. Tu penses qu'à terme, on pourrait envoyer des data centers dans l'espace? Sur le papier, ça semble bien, mais il y a un énorme problème avec les data centers dans l'espace. C'est les lois de conductivité de la chaleur les plus basiques. Le fait qu'il fasse très froid, le vide de l'espace conduit très mal la chaleur. Pour faire simple, tes data centers, je te pose la question, comment tu les refroidis dans le vide de l'espace? Sur Terre, on utilise, que ce soit l'atmosphère ou le contact, pour refroidir. L'espace, il n'y a pas de contact, c'est vide. Il est extrêmement difficile de refroidir quelque chose sans contact dans l'espace. Moi, j'y crois pas trop pour le moment au data center dans l'espace parce qu'on a un problème technologique, tout simplement. Voilà. Donc regardez, S36 qui revient. Ils ont fait ça en l'espace de 20 heures. Ils ont amené S36 au pad. Et c'est cryo, sûrement réussi. Et ils ramènent S36. Et la même nuit, c'est du jamais vu, hein. La même nuit, S36 revient. Vous avez S35 qui sort du hangar. Et utiliser le S36 comme comparateur? Peut-être. On va en reparler, Clochette. Peut-être. Il y a beaucoup d'inconnus sur ce qui s'est passé. Donc voilà, S35, il fait froid dans l'espace. C'est pas une question qu'il fasse froid, mais de connectivité entre le froid et le chaud. Toi, pour toi, ça semble basique pour l'esprit humain de se dire il fait froid. Certes. Mais pour que le chaud et le froid communiquent, il leur faut un élément de conduction qui les joigne. Et le froid et le vide de l'espace n'est pas un élément de conduction. Je sais pas si tu comprends ce que je te dis. Par exemple, quand ton radiateur il est brûlant, parce que le métal fait la conduction. Tu vois? Le froid de l'espace n'est pas un bon élément de conduction.
il faut un élément X qui va permettre de faire la connexion entre le froid de l'espace et... je suis Team Rediff. A plus, mec. Merci de passer. C'est du vide. Le vide ne conduit pas bien du tout. Sa question est extrêmement légitime. Beaucoup de gens vous disent « Ouais, mais il fait froid dans l'espace, faut tout ce qui est chaud, faut le mettre là-haut. » C'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Le vide est une abomination pour la conduction. Voilà. Donc, S35, la même nuit, S36 revient, S35 au pad, on était tous là, pardon. Et ils ont amené S35. Amassé. Voilà. Et là, ça voulait dire feu statique. Parfait. Donc ouais, la nouvelle était bonne parce que le feu statique, c'était l'étape majeure qu'on attendait avant d'aller au pad pour être intégré et faire le vol neuf. Les choses ne se sont pas passées du tout comme prévu. Ils ont fait 2 feux statiques. Premier feu statique, qui était, ils ont allumé ce qu'on appelle un airvac pour simuler le rallumage d'un moteur Raptor en orbite. Et visiblement, ça s'est très bien passé puisqu'ils nous ont partagé, ça. Je vais vous montrer les images. C'était, attendez, je vais faire ça. Voilà, donc ça c'était, non, voilà. Hop. Donc premier feu statique. Premier feu statique pour simuler le rallumage d'un airvac en orbite. Hop là. Let's go. Tout rapide, efficace. Aucun problème. Je le remets, hein. C'est le même, hein. De toute façon. Une dernière fois. C'est même pas un airvac qu'ils ont allumé d'ailleurs. C'est un Raptor normal. Mais c'était pour simuler. Donc ils ont pas allumé un airvac, j'ai des bêtises. Et hier soir chez nous, donc on attendait le vrai feu statique. Allumage des 6 moteurs. Et là les choses se sont pas bien passées du tout pour SpaceX. Alors en tout cas, comme je dis, ça s'est pas bien passé du tout, mais on n'est pas forcément au courant de ce qui s'est passé ou pas. SpaceX n'a pas communiqué, mais on a les images. Right Vous now, allez voir, il s'est passé des choses pas nominales du tout. Voilà. Donc ça avait l'air d'être un feu statique de longue durée. Pour l'instant, tout va bien. Ce qui est une bonne nouvelle, hein, que ça tourne bien comme ça. Et là, attendez, vous avez vu? Regardez bien. Là, il va se passer quelque chose de pas nominal du tout, au niveau des moteurs. Comme ça. Bam! Ça, c'est une explosion, les mecs. Ça, c'est une explosion. Ça, c'est une explosion. Ça a provoqué immédiatement l'arrêt du feu statique. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. SpaceX n'a pas dit un mot sur le sujet. Mais je peux vous dire qu'il y a sûrement eu un... Là, on a une image zoomée. Donc tout ça, c'est pas... C'est pas SpaceX, hein. C'est des gens qui suivent ça avec attention, comme vous et moi. Voilà. Donc là, c'est une vue zoomée. On voit les airvacs. On voit les airvacs sur le côté. Ça, c'est quand tout va bien. Boum. Incendie. Il y a le feu à l'intérieur. Vous avez vu? Ça brûle. Arrêt d'un moteur. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé dessous et il y a le feu. Intéressant, hein? Très intéressant.
Bon, il n'y a pas eu explosion de tout le système, d'accord? Mais ils ont eu un pépin technique. Alors, la question c'est qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous que on sait pourquoi les 2 précédents Starship ont échoué en orbite. Il y a eu fuite, problème de canalisation, rupture de canalisation, et il y a eu incendie, et il y a même eu sur S-34 explosion d'un airvac. Il y a 2 hypothèses. Il y a 2 hypothèses. 2 hypothèses. 1, ils ont été capables de reproduire ce qui est arrivé avec les 2 précédents Starship, d'accord? On sait que le problème, il est là. Ils ont un problème de design. Et là, dans ce feu statique, ils ont été capables de reproduire exactement ce qui est une très très bonne chose. Rappelez-vous, hein, SpaceX, il y a déjà S-36 qui attend. SpaceX n'a pas le problème de matériel, d'accord? Ils en ont de l'équipement. Ils ont des moteurs, ils ont du matos. C'est pas un souci. C'est quoi un airvac? Putain, ouais, pardon. Des fois, j'emploie les termes. Moteur Raptor, c'est le moteur, d'accord, qui équipe Starship. Tu as 33 moteurs Raptor sur le booster, tu en as 6 sur Starship. Donc Starship, c'est le 2e étage, d'accord? Et ce qu'on appelle un airvac, c'est un Raptor qui est fait pour fonctionner dans le vide. Je vais te montrer une image, attends. Tu vas comprendre tout de suite. Je vais aller chercher carrément l'image de ma vignette. L'image du feu statique. Donc ça, c'est le premier feu, l'image du premier feu statique. Tu vois? Donc là, tu vois les 3 grands moteurs, les 3 grandes tuyères, ce sont des airvacs. Ils sont faits pour fonctionner dans le vide de l'espace. Donc ils ont des tuyères beaucoup plus grandes, puisque les flux ne se comportent pas de la même façon sur Terre que dans l'espace. Et au centre, donc là tu vois celui qui est allumé, il a ces 2 frangins à côté, ce sont des Raptors, des moteurs Raptor conventionnels qui sont faits pour fonctionner au niveau de la mer. Voilà, donc ce qu'on appelle airvac, c'est les Raptors qui sont faits pour fonctionner dans l'espace et on les reconnaît avec des tuyères beaucoup plus grandes. Donc là, nous on sait qu'ils avaient eu des problèmes sur les précédents vols. Ils avaient entre autres explosé un airvac, donc un Raptor vacuum, un Raptor qui est fait pour fonctionner dans le vide. Et donc là, hypothèse 1, ils ont été capables de reproduire exactement ce qui s'est passé. Et c'est une très bonne nouvelle. Comprenez que quand vous souffrez d'une maladie, vous ne pouvez pas la soigner tant que vous ne savez pas exactement ce qui ne va pas. S'ils sont capables de reproduire le problème en feu statique, ça veut dire qu'ils savent exactement quel est le souci. Et ils sont pas à un moteur près, ils ne sont pas à un Starship près. Mais vous ne pouvez pas continuer à tirer avec ce problème que vous avez et qui revient de façon récurrente. Donc cette hypothèse est sur le papier, puisqu'on retrouve exactement les mêmes signes avec un incendie avant explosion. Comme je dis, on manque de données, nous à notre niveau. SpaceX n'a pas dit un mot dessus, peut-être qu'ils vont communiquer, on espère. Ils n'ont pas obligation de communiquer. Pourrait-on créer un trou dans la couche d'ozone pour accéder plus facilement à l'espace? Non, le problème c'est... Le problème, c'est la gravité. La gravité terrestre et la densité de l'air sont abominables. Tu feras rien avec ça. Il nous faut des moyens de propulsion plus optimisés, plus puissants. Voilà. Pour faire simple, ça sert à rien. Et il nous faut des fusées plus puissantes. Il nous faut des moyens de propulsion mieux adaptés, plus puissants. Et voilà. Donc non, ne touchons pas à l'atmosphère, ne touchons pas à la couche d'ozone, d'accord? On en a besoin de la couche d'ozone pour nous protéger des rayons ultraviolets du soleil. Donc ouais, en tout cas, ou alors, deuxième option. Donc la première option, c'est le meilleur des cas. C'est que ça a permis à SpaceX de vraiment reproduire le même problème et avoir plus de data pour le résoudre. Ou alors, c'est un autre problème. Ou alors, ils ont un airvac qui a pété. Ils ont un problème de moteur, comme ça peut arriver. C'est pour ça que vous faites des feux statiques, comprenez que c'est une bonne chose, ça. Ça veut dire que là, il était défectueux, S-35. Il vaut mieux détecter le problème et casser pendant le feu statique que le casser quand vous arrivez en orbite. Donc les feux statiques sont faits pour ça, pour choper les problèmes. Le souci, c'est que qui dit problème, vous attendez pas un tir de Starship dans 2 semaines, les mecs. Là, dans la foulée, c'était tout à l'heure, ils ont ramené S-35 à l'usine.
Et on n'a pas de nouvelles depuis. Donc alors oui, on a peut-être du mal à apprécier la taille, hein, mais regardez le véhicule, le petit pick-up. Hein. Ce sont des monstres, d'accord? Ce sont des fusées absolument gigantesques. C'est normal que SpaceX ait des problèmes à mettre de tels monstres au point, d'accord? Et c'est tant mieux qu'ils aient des problèmes, parce que s'ils ont des problèmes, ça veut dire qu'ils vont devoir les résoudre et améliorer le système. Donc ouais, c'est pas étonnant. Mais le fait qu'ils bossent tellement, qu'ils aient tellement de hardware, j'ai pas d'inquiétude pour SpaceX et pour Starship. Ça va continuer à bosser, et ils ont les reins assez solides pour ça. Et il vaut mieux, comme je dis, il vaut mieux avoir des problèmes au pad pendant les feux statiques que pendant le vol. Moi, je suis convaincu que c'est une bonne chose. Dans tous les cas, il n'y a pas eu explosion du truc, il n'y a pas eu de casse majeure. Des moteurs, ils en ont plein les hangars. Ils vont tester, ils vont recommencer. Et la data qu'ils récupèrent est ce qu'il y a de plus important, tout simplement. Voilà. Si c'était ton hypothèse, ils auraient peut-être communiqué dessus. Peut-être, j'en sais rien. On a trouvé le problème des 2 premiers vols. Non, tu dis pas ça. Tu communiques pas comme ça. SpaceX ne dit pas « On a trouvé le problème des 2 vols !» Non. Peut-être qu'eux-mêmes sont pas sûrs. Tu sais, on est dans l'aérospatiale, tout est lent normalement. Tous les délais sont lents. Là, ils vont devoir crunch la data, ils vont voir exactement de quoi il s'agit. Tu communiques pas dans le vent en fait. Donc on verra s'ils communiquent, on espère. Et peut-être, vous savez, peut-être que S35 va retourner au pad la semaine prochaine. Vous savez, ils ont sûrement eu un problème de moteur. Un moteur, ça se change très rapidement. C'est pas un moteur de la SLS, là où il faut dès que ça fuit, il faut 2 semaines pour le changer. Peut-être que S35 va retourner au pad la semaine prochaine. Allez savoir. On ne sait pas. Là, tout ce que je vous ai dit là, ce n'est que des suppositions. Mais c'est intéressant de savoir que, voilà, que ça existe. Non, mais laissez-le tranquille, le pauvre. Il n'y a pas de question bête. C'est quand vous commencez à dire Elon Musk veut nous mettre des puces dans la tête et il y a des hommes lézards et tout. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais il n'y a pas de question bête non plus. Tant mieux que les gens soient intéressés. Tant mieux que les gens soient intéressés parce qu'on vit quand même une époque incroyable en termes de matos et tout ça. Comme je vous dis, on a la chance d'avoir... on n'a jamais eu un espace aussi dynamique. Voilà. Entre indiquer la direction du problème et être sûr de ce qu'il n'y en a pas précisément, il y a une grande distance, absolument. Planchette a raison, hein. Entre ce que tu supposes, la data que tu as crunchée, et après résoudre le problème et retester, il y a un univers, surtout qu'à la fin de la journée, tant que vous n'aurez pas tiré et réussi le vol, vous serez pas sûr à 100% d'avoir résolu le problème. C'est ça le truc. C'est compliqué le spatial. C'est compliqué. Vous pouvez simuler tant que vous voulez. Vous n'êtes jamais sûr que... Voilà, l'échec est toujours une probabilité. Donc là, c'est bien qu'ils trouvent ce problème en faisant un feu statique. Les feux statiques sont faits pour trouver les problèmes. Littéralement. Voilà. À me bloquer, j'ai pas aimé. Ah, c'est Yon Yon. Bah, arrête de m'empoisonner dans mon chat. Hein? Ah, Yon Yon. J'arrêterai de ban tous tes comptes quand tu commenceras à arrêter de raconter trop de conneries dans mon chat. Je tolère un peu, mais quand ça va trop loin, j'ai pas aimé, je m'en fous. Ouais, ça y est, oh là 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 là. Il recommence, je vais devoir ban son nouveau compte, putain. Les gens n'apprennent jamais, hein. Les gens n'apprennent jamais, hein. Voilà. Désolé, Yon Yon. Dans la vie, apprenez à fermer vos gueules parfois. Très important. Ne jamais dire tout ce qui vous passe par la tête. Ne jamais demander tout ce qui vous passe par la tête. Leçon de vie. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Donc j'espère qu'on aura peut-être des news pour S35. J'espère qu'on aura des news... Le Johnny Somali des internets, putain. Non, 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 il est pas à ce point quand même. Il est pas à ce point. Il est pas à ce point. J'espère qu'on aura des news de S35. Semaine pro. Et on verra bien. On verra bien. SpaceX avance. Ils vont avoir leur nouveau pad, ils continuent de bosser et voilà. Bon écoutez, je m'arrête là. Normalement ce soir je ferai du Terra Invicta. Demain dimanche, peut-être du CK3 en début d'après-midi, Darkest Tower en soirée. Et je mettrai le planning à jour pour le reste de la semaine. Ben non, mais je suis patient, mais bon, faut pas non plus trop exagérer quoi. Voilà. Bon les mecs, passez un bon week-end.
une bonne semaine et puis